Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. D'habitude, l'autonomie mentale est plutôt le domaine de Nina. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter la programmation du cerveau. Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à reprogrammer notre cerveau. Les publicitaires, les médias et les politiques connaissent très bien ces techniques et les utilisent très souvent, voire même en permanence, pour reprogrammer notre cerveau à notre insu. Et quand c'est à notre insu, c'est rarement pour notre intérêt. Je vous proposerai donc d'abord de vous le faire expérimenter pour que vous puissiez ressentir la puissance de ces méthodes qui sont tout sauf anecdotiques, pour expliquer ensuite quels en sont les mécanismes. Ça permettra de prendre conscience du pouvoir que ça peut avoir sur nous. Nous verrons alors comment nous en protéger et comment nous reprogrammer nous-mêmes notre cerveau, mais cette fois dans notre propre bien-être et intérêt. Ainsi, nous pourrons être plus autonomes et faire des choix en conscience. Je vous montre tout ça ? Je vous propose de commencer par expérimenter vous-même afin que vous puissiez le ressentir. Soyez rassurés, le processus est complètement conscient et une vingtaine de secondes suffiront. Je vais donc vous demander de fermer les yeux et de ne les ouvrir que lorsque je vous le dirai. C'est bon ? Donc maintenant, toujours les yeux fermés, citez les objets rouges que vous avez autour de vous. Réfléchissez bien pour en citer le maximum. Rouge, rouge, tout ce qui contient du rouge. Partout où vous voyez du rouge. Même les plus petits objets rouges. Essayez de penser à tout ce qui est rouge et comptez combien d'objets vous avez pu trouver. C'est bon ? Alors, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Vous devriez constater que tous les objets rouges autour de vous vous sautent aux yeux. Ils sont évidents partout et il y en a probablement plus que ce que vous en aviez compté les yeux fermés. Et pourtant, juste avant de fermer les yeux, ils étaient présents devant vous. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir que chaque seconde, notre cerveau reçoit des millions d'informations via tous nos sens. Mais notre conscience n'est capable de traiter que quelques informations à la fois. C'est donc notre inconscient qui traite ces millions d'informations et qui filtre ce qui fait remonter à la conscience. Il ne fait remonter que ce qu'il considère comme le plus important. En focalisant notre conscience sur les objets rouges, nous envoyons un message à notre cerveau qui lui indique que ce qui est rouge est important pour nous. Sa réaction est donc de mettre en place un filtre qui laisse remonter à la conscience tout ce qui concerne les objets rouges. Et c'est pourquoi il nous saute maintenant aux yeux, alors qu'avant l'exercice, nous n'y prêtions aucune attention. Le mot-clé ici est focalisation. Quand nous focalisons sur quelque chose, le cerveau considère que c'est important. Nous nous retrouvons dans ce genre de situation, par exemple, lorsque nous achetons une nouvelle voiture. Nous voyons le même modèle partout, alors qu'avant l'achat, il passait inaperçu. Ça vient simplement du fait que pour l'achat, nous allons chez le concessionnaire, nous passons du temps à comparer, à choisir, à nous informer. Bref, nous sommes focalisés sur ce modèle. Notre cerveau reçoit donc le message que c'est important et met en place un filtre qui fait remonter tout ce qui est en rapport avec cette voiture. Avant, c'était une information inutile. Maintenant, elle remonte à notre conscience. Et c'est loin d'être un exemple isolé. En fait, tout ce qui remonte à notre conscience passe par ce mécanisme de filtrage. Je ne résiste pas à vous le faire ressentir via une seconde expérience très intéressante. Vous allez voir, ça va vous surprendre. C'est bon ? Alors, je vais vous passer une courte vidéo avec des basketteurs qui s'entraînent. Et je vais vous demander de compter précisément le nombre de passes que se font les basketteurs habillés en blanc. Concentrez-vous bien, ça va assez vite. Voilà, vous avez bien compté le nombre de passes ? La bonne réponse est 15 passes. Et au fait, vous avez vu passer le gorille ? Non ? Alors je vous propose qu'on repasse cette partie de la vidéo. Étonnant, non ?
Vous croyez que c'est un montage? Ok, alors revenez en arrière sur la vidéo et vous pourrez constater que le gorille est bien passé au milieu de la vidéo sans que nous en soyons conscients. Nous avons été aussi très surpris la première fois que nous avons fait cette expérience. C'est une vidéo issue des travaux de neurosciences de Simons et Chabris en 1999 sur l'attention sélective. Ça paraît totalement fou et pourtant notre inconscient n'a pas jugé utile de faire remonter l'information du gorille à la conscience car nous avons programmé notre cerveau pour être concentré sur les passes et que la rapidité des passes a mobilisé notre conscience tout entière. Ça montre à quel point il peut nous échapper des choses parfois énormes juste en raison de ce mécanisme entre l'inconscient et le conscient. Ici, les mots-clés sont focalisation et mobilisation complète. Ça vous évoque peut-être des situations dans lesquelles on nous a fait focaliser sur quelque chose et qu'on nous a demandé de nous mobiliser complètement à ce sujet? Par exemple, la crise Covid, l'Ukraine, les élections. À côté de quelles informations sommes-nous passés pendant ce temps-là? En fait, les conséquences de ces mécanismes sont bien plus importantes que ce qu'on imagine. Ils sont en permanence utilisés à notre insu par les produits marketing qui sont passés maîtres dans l'utilisation de nos cerveaux à leur profit. Rappelons-nous, dans les années 2000, le PDG de TF1 avait clairement annoncé que son boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Les pros du marketing utilisent parfois des choses en apparence aussi anodines que l'utilisation d'un mot ou d'une expression. Lorsque nous reprenons régulièrement leurs expressions, cela programme notre cerveau. Par exemple, l'expression faire les courses. C'est une expression assez stressante car elle contient la notion de vite. Nous sommes ainsi programmés sans le savoir pour aller vite. Ça nous conditionne à acheter rapidement sans prendre le temps de lire les étiquettes ou de se poser la question de savoir si ce produit est réellement nécessaire. Alors pourquoi utilise-t-on l'expression faire des courses plutôt que se réapprovisionner qui semble pourtant plus juste? Il est probable que les pros du marketing nous aient habitués à cette expression via les publicités, les journaux, les émissions de TV. Et c'est maintenant devenu un mot auquel on ne pense plus et qu'on ne remet plus en question. Les politiques et les médias aussi savent très bien s'en servir et utilisent régulièrement des mots ou expressions détournées. Ça paraît tout à fait anodin et pourtant, lorsque nous le répétons, ça a statistiquement un impact, peut-être pas chez tous, mais chez beaucoup. Je vous donne un exemple avec la distanciation sociale. Si on y réfléchit bien, c'est en réalité une distanciation physique dont il s'agit. Alors, pourquoi cette expression? À votre avis, quelles sont les conséquences sur la programmation de nos cerveaux? Tout simplement des relations sociales qui ont tendance à se distendre. C'est difficile à mesurer car c'est inconscient, mais c'est tout à fait réel. À votre avis, s'agit-il d'une maladresse de langage ou y a-t-il une intention des politiques à ce sujet? Pour éviter la manipulation et s'en protéger, le plus important est de rendre le processus conscient. Quand nous refusons consciemment le conditionnement, nous restons libres et autonomes dans nos choix. Par exemple, pour des publicités, il suffit de se rappeler systématiquement que les annonceurs cherchent à nous manipuler pour prendre le recul suffisant pour que ça ne nous atteigne pas. C'est une petite gymnastique mais qui devient vite une habitude. Prenons aussi l'habitude de repérer les mots ou expressions détournées auxquels ils tentent de nous habituer et remplaçons-les par les expressions plus justes ou plus neutres. Par exemple, faire les courses peut être remplacé par se réapprovisionner qui ne nous met aucune pression. Autre cas, lorsque nous voyons le même message relayé partout d'une façon qui paraît démesurée, ça devrait activer un voyant rouge. Ça peut en effet nous conditionner à considérer inconsciemment ce message comme important. Il peut donc s'agir d'une programmation de notre cerveau à notre insu. Par exemple, pour les actions d'aide à l'Ukraine, il y a des appels aux dons partout, à la télé, dans les journaux, via les mairies, sur beaucoup de sites web, etc. La situation des Ukrainiens est certes dramatique, mais vous ne trouvez pas que les messages et les appels aux dons sont démesurés? L'Ukraine n'est probablement pas le seul endroit du monde où les gens vivent des situations dramatiques. Nul besoin d'aller loin. En France, la crise Covid laisse énormément de gens dans la misère. Alors pourquoi cette hyperfocalisation sur l'Ukraine? Peut-être pour éviter que nous nous intéressions à des sujets qui fâchent.
comme par exemple la pauvreté en France. Imaginez qu'il y ait le même élan pour répondre à la pauvreté en France que celui pour aider l'Ukraine. Ça ouvre des perspectives. En fait, c'est une technique de magicien. On agite la main droite pour que tout le monde focalise dessus, pendant qu'on prépare la main de la main gauche le tour suivant. Petite dédicace à Yako le magicien. La vraie question est où voulons-nous mettre notre énergie? Dans un conflit pour lequel il est difficile de connaître les tenants et aboutissants, puisque la France y est partie prenante, ou dans l'amélioration de nos vies et de l'endroit où nous vivons? On peut aussi citer d'autres sujets auxquels l'hyperfocalisation sur l'Ukraine nous empêche de réfléchir, comme le bilan de la crise Covid, l'efficacité des injections, le nombre d'effets secondaires. On peut encore citer l'identité numérique, la vidéosurveillance et la mise en place en France, en ce moment même, du crédit social comme en Chine, et bien d'autres choses très graves et très préoccupantes. Bizarrement, sur ces sujets, c'est le silence absolu des médias et des politiques, y compris ceux qui sont étiquetés opposition. À votre avis, pourquoi ce silence? Je vous laisse y réfléchir et si ça vous intéresse, je vous mets quelques liens à ces sujets dans la description. Donc, quand on cherche à nous faire focaliser sur un sujet, nous pouvons nous protéger de plusieurs façons. D'abord, prendre conscience de cette focalisation nous permet de prendre du recul et de nous en détacher. Ensuite, nous pouvons nous poser les questions suivantes qui aident à comprendre et à choisir. Pourquoi ce sujet et pas un autre? Est-ce que la diffusion du sujet est normale ou démesurée? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions associées? Quels sont les sujets qui ne sont pas abordés et qui mériteraient pourtant de l'être? Est-ce que je souhaite mettre de l'énergie dans ce sujet ou pas? Les informations présentées sous une forme qui déclenche beaucoup d'émotions devraient également allumer en nous un voyant rouge. Le raisonnement est géré par notre partie consciente, alors que les émotions sont gérées par notre inconscient. Les médias utilisent donc des présentations qui génèrent beaucoup d'émotions lorsqu'ils veulent éviter que nous y réfléchissions. Une information associée à une émission s'ancre aussi beaucoup plus profondément. Par exemple, laquelle de ces deux informations vous touche le plus? Un éboulement provoque 200 morts au Chili, ou un mort dramatique, la maman en pleurs, il laisse 2 orphelins. Ça change tout, hein? Et pourtant, dans la deuxième info, il y a beaucoup moins de morts. Donc, information émotionnelle, voyant rouge. Vous pouvez vous poser des questions comme: est-ce que cette information m'est utile? Pourquoi insiste-t-il autant dessus? Quels autres sujets sont masqués par cet événement? Et enfin, plus ludique, il est possible de se protéger sous forme de jeu à pratiquer en famille ou avec des amis. Celui qui trouve le plus de mots ou d'expressions détournées dans un discours politique ou dans les publicités a gagné. Nous sommes maintenant conscients des manipulations extérieures, mais pour être complet, je vous propose d'aborder également les programmations que l'on peut inconsciemment se mettre en place soi-même, comme la négation ou les expressions du type « je suis », qui peuvent parfois diriger notre vie dans un sens ou dans l'autre. Quand je parle de négation, je parle d'expressions qui contiennent « ne pas », comme par exemple « il ne faut pas faire ça » ou « ne t'inquiète pas ». Des études de neuropsychologie ont montré que, en dessous d'un certain âge, 3 ou 4 ans je crois, les jeunes enfants sont incapables d'appréhender la négation. Par exemple, si vous dites à un jeune enfant « ne traverse pas la route », il risque de l'interpréter comme « traverse la route », ce qui donne lieu à beaucoup d'incompréhension et d'énervement. Il serait beaucoup plus approprié de lui dire « reste ici ». Mais même adulte, notre cerveau a beaucoup de mal à gérer la négation. En tout cas en mode inconscient, ce qui, rappelez-vous, est le mode utilisé pour traiter l'immense majorité des informations qui arrivent à notre cerveau via nos sens. Car seule une infime partie arrive à la conscience. La conséquence est que si l'expression est répétée, nous risquons involontairement de nous programmer à l'envers. Vous voulez un exemple? Ne pensez pas à un éléphant rose. Alors, à quoi avez-vous pensé? Et pourtant, dans ce cas, vous avez écouté et pensé consciemment. Mais entre l'écoute et la pensée, il y a eu le filtrage par l'inconscient.
Donc vous voyez que la négation perturbe nos schémas de pensée. Si vous y prêtez attention, vous serez surpris de constater à quel point nous utilisons tous des phrases formulées à la négative. Pour y remédier, l'idéal est de choisir une formulation positive à chaque fois que nous le pouvons. Comme ça requiert une certaine gymnastique, le plus agréable est de s'entraîner sous forme de jeu, une sorte de ni oui ni non, mais en supprimant plutôt les formulations négatives, à pratiquer en famille, en couple ou avec les amis. Dans les autoconditionnements courants, il y a aussi les phrases dans lesquelles nous disons « je suis ». Comme les autres mots, expressions et phrases, si elles sont répétées, elles programment notre cerveau. La particularité ici est qu'elles nous conditionnent au niveau de notre identité, c'est-à-dire à un niveau très profond qui a un impact sur toute notre vie. Utilisé à l'envers, ça peut nous occasionner des blocages profonds. Par exemple, si je répète régulièrement « je suis timide », à votre avis, comment est-ce que je vais me sentir à la prochaine difficulté? Et c'est la même chose pour « je suis nul »,« je n'ai pas le choix ». C'est même encore pire si on associe des généralités du genre « je n'y arriverai jamais ». Une façon plus appropriée de le dire serait plutôt « dans cette situation, je ressens de la timidité ». On évite ainsi le « je suis » et ça fait une différence importante. Mais utilisée à bon escient, l'autoprogrammation est une technique qui libère notre puissance. C'est basé sur la focalisation et la répétition et ne demande que très peu de temps. Par exemple, pour se libérer d'un blocage ou pour développer l'estime de nous, nous pouvons répéter chaque matin et chaque soir, si possible à voix haute, des phrases du genre « je suis beau »,« je suis intelligent »,« je suis doué »,« je suis fort »,« j'ai de la valeur »,« je suis centré »,« je suis en forme »,« je suis plein d'énergie », en y mettant autant de conviction que possible. L'inconscient mettra alors petit à petit en place un filtre qui laissera remonter à la conscience tout ce qui favorisera l'estime de nous. Les succès et les compliments qu'on nous fait, les éléments agréables, ressortiront et enclencheront un cercle vertueux qui nous fera nous sentir de mieux en mieux. Prenons conscience des mots et expressions à la mode, ainsi que de leurs conséquences. Cela nous permet de choisir d'utiliser ou pas cette expression. Prenons l'habitude d'utiliser autant que possible le vocabulaire le plus approprié. Je vous rappelle l'exemple du supermarché pour lequel il est plus judicieux d'utiliser l'expression « se réapprovisionner » qui nous permet d'être plus serein et de prendre le temps de réfléchir à ce que nous achetons. Au supermarché, il est également possible d'utiliser la focalisation. Décider fermement de lire les étiquettes avant de rentrer dans un magasin permet d'envoyer à notre cerveau le message que c'est important pour nous. Ça nous évitera d'acheter machinalement et ça nous aidera à choisir et à vérifier la qualité de ce que nous achetons, ce qui aura un impact positif sur notre santé long terme. De manière générale, tout ce qui est répété grandit en nous et autour de nous. Que ce soit des pensées, des paroles, des images ou des actes. Ça le fait grandir car notre inconscient interprète ce qu'on pense, dit ou fait de manière répétée comme quelque chose d'important. Il va donc mettre en place des filtres qui vont de plus en plus faire remonter à la conscience le même genre de choses. La conséquence est que ça grandit en nous. Et ça grandit également autour de nous par effet indirect, car nous le nourrissons. Par exemple, un film ou une vidéo que nous regardons va avoir du succès. Ce succès va attirer plus de monde pour le voir. De même, des pensées de paix vont installer en nous un filtre qui nous fera focaliser sur la paix. Nos réactions en seront influencées et probablement plus apaisées. Cet état pourra être ressenti par les autres qui se sentiront bien en notre présence et qui nous le renverront en ayant avec nous un échange plus paisible que si nous avions été dans un autre état. C'est ce qui se passe avec notre cerveau et c'est pour ça que nous avons une responsabilité importante, non seulement avec nos actes, mais également avec nos paroles et nos pensées. En fait, rien n'est vraiment anodin. Ça nous rappelle d'ailleurs cette citation de Gandhi qui nous inspire beaucoup. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Être conscient de l'impact que nous avons nous permet de décider de nos pensées, comme d'avoir des pensées de paix. Je sais que ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça vaut le coup d'essayer.
avec le temps, on le maîtrise de mieux en mieux. C'est un peu comme une gymnastique. Il faut du temps pour devenir un athlète. Mais si on s'en donne les moyens, c'est possible et ça change notre vie et celle des gens autour. Pour nous aider à gérer ça, il est possible de se poser tous les matins la question: à quoi est-ce que je veux consacrer mon énergie aujourd'hui? C'est valable pour les grands projets comme pour les petites choses du quotidien. Ça permet de focaliser sur ce qui est vraiment intéressant pour nous. De même, il est possible le soir de se souvenir de tout ce qui a été agréable dans la journée, y compris les petites choses. Le sourire que quelqu'un nous a adressé, une douche qui nous a détendu, etc. C'est un exercice rapide mais très puissant si on le pratique quotidiennement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de l'impact des mots, des phrases, des expressions, mais aussi des images et des pensées. Ça nous donne une grande responsabilité, mais ça nous donne aussi un grand pouvoir, car le pouvoir est le pendant de la responsabilité. J'espère qu'elle vous aura aidé à prendre conscience des manipulations que nous subissons, qu'elle vous aura donné les clés pour vous en protéger, être capable de choisir consciemment où vous voulez mettre votre énergie afin d'améliorer votre autonomie mentale. Je vous souhaite le bonheur de diriger votre vie en conscience et je vous dis à très bientôt.